Alors, on commence aujourd'hui la section 3 avec le cours 15. On va parler de différentes notions d'introduction, pas mal à ce qu'on appelle le domaine de la dynamique, là, ce qui est l'étude des forces. On a parlé juste un tout petit peu des forces là, quand on avait parlé de l'accélération gravitationnelle et des accélérations. Je vous avais dit, dans le fond, les forces sont, comme la force sur un objet est proportionnelle à l'accélération ou elle agit dans le même sens. On va revenir sur cet aspect-là un peu plus tard. Là, on va se concentrer aujourd'hui sur, dans le fond, les lois de Newton. Donc, on va commencer par introduire la loi 1 et la loi 3. Puis, dans les prochains cours, on va ajouter la loi 2 à ça. Donc, c'est Isaac Newton là, qui a fait ces découvertes-là par les années 1600. OK. Alors, ici, on va commencer par introduire le concept d'inertie. Alors, ça, si vous voulez lire là-dessus, c'est à la page 126 dans votre livre. L'inertie, c'est sa définition, c'est la tendance d'un objet à conserver la même vitesse. Donc, c'est parce qu'il faut être conscient que nous, on est dans un monde où est-ce qu'il y a beaucoup de forces qui agissent sur les objets, mais la tendance naturelle des objets, c'est de continuer à la vitesse qu'ils ont. Fait que si, par exemple, on fait rouler une balle, s'il n'y avait pas de force qui agissait dessus, elle continuerait à rouler indéfiniment à la même vitesse. On peut voir un peu cet effet-là là, dans le petit vidéo que je vais vous montrer. Si quelqu'un, par exemple, n'est pas attaché dans sa voiture, puis que la voiture s'arrête subitement à cause qu'elle percute un objet, ben la personne va, elle, continuer son mouvement à la même vitesse. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de mettre votre ceinture là, dans la voiture. Parce que, bon, je le repasse ici. Vous voyez que la vitesse qu'avait la voiture, ben, la personne, elle a continué avec cette vitesse-là jusqu'à ce qu'elle aussi, elle subisse des forces en frappant là, le volant. Donc, on retient ça. Donc, les objets, leur état naturel, c'est pas quand ils sont en mouvement de s'arrêter. On a longtemps pensé ça dans l'Antiquité, donc parce que c'est ce qu'on observe beaucoup autour de nous, mais ça, c'est dû à des forces de frottement qu'il y a beaucoup là, sur la Terre. C'est ce qui fait s'arrêter les objets. OK. Maintenant, on va parler de la première loi de Newton. La première loi de Newton est encadrée ici. Ça dit un objet qui est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme va conserver cet état de mouvement à moins qu'une force ne vienne modifier cet état de mouvement. Fait que vous voyez, c'est étroitement lié au concept d'inertie. Dans le fond, la première loi de Newton explique un peu ce que c'est que l'inertie. Fait que si un objet ne bouge pas, ben, il ne va pas se mettre à bouger à moins que des forces agissent dessus. Puis, dans le fond, contrairement, si l'objet bouge, ben, ça va prendre des forces pour l'arrêter, sinon il va continuer à bouger avec la même vitesse. Fait que si on considère ça, on va poser quelques questions, là. D'après la première loi de Newton, qu'est-ce qui arriverait à un objet immobile s'il ne subit aucune force? Donc, si vous avez bien compris, il va continuer à demeurer immobile. OK? Ça nécessite une force serait nécessaire pour qu'il se mette en mouvement. Maintenant, une autre question. D'après la première loi de Newton, qu'arriverait-il à un objet en mouvement s'il ne subit aucune force? Donc, d'après la première loi de Newton, l'objet continuerait son mouvement avec la même vitesse qu'il avait, puis en ligne droite. OK? S'il n'y a pas de force qui agisse dessus, c'est ce qu'il va faire. Si on demande ici vrai ou faux, si un objet se déplace vers la droite, on peut en conclure qu'une force agit sur lui pour l'obliger à se déplacer vers la droite. OK? Alors, c'est faux. OK? Si on se fie sur ce qu'on vient de voir, si l'objet se déplace vers la droite, ben ça se peut qu'il y ait une force qui agisse dessus, là. Mais ça se peut aussi qu'il était déjà en mouvement, donc il fait juste continuer son mouvement vers la droite. OK? Fait que ici, on a la réponse. Là, si l'objet bougeait déjà vers la droite, aucune force n'est nécessaire pour qu'il continue son mouvement vers la droite. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une force qui est là de façon certaine. Je vous montre un exemple ici. C'est une petite vidéo qui a été filmée dans la capsule spatiale internationale. Fait que l'astronaute ici, il va se propulser, donc va pousser avec ses bras pour faire une force. Mais un coup qu'il est propulsé, il n'a pas besoin de continuer de forcer pour continuer son mouvement. Donc ici, on le voit ici, il continue son mouvement jusqu'à ce que, par exemple, il va peut-être
frapper le mur avec ses mains. Donc là, il va pouvoir s'arrêter parce que le mur il va faire une force sur le mur là, pour ensuite arrêter son mouvement. OK. Alors maintenant, on dit, si on a donné une poussée à notre calculatrice pour la faire glisser sur la table, pourquoi s'immobilise-t-elle? Donc là, nous, on n'est pas dans la Station spatiale internationale, fait que la gravité fait qu'on est à côté sur les surfaces. Donc, ça va faire aussi en sorte que lorsque on est à côté sur les surfaces et on glisse, il y a des forces de frottement qui sont présentes. Donc, c'est une force de frottement qui fait ralentir la calculatrice puis s'arrêter. S'il n'y avait aucune force, ben là, elle ne s'arrêterait pas. OK. Maintenant, je veux vous faire comprendre qu'en fait, il y a un lien étroit entre la masse d'un objet puis son inertie. OK? Donc, plus la masse d'un objet est grande, plus l'objet il y a d'inertie. Ça veut dire qu'il n'y a pas tendance à modifier son mouvement, hein, son inertie. On peut le voir encore dans une vidéo ici. Encore une fois, l'astronaute ici, c'est en apesanteur. Donc là, il va souffler sur 3 balles, mais ils n'ont pas la même masse, ces balles-là. Il y en a une en haut qui est très légère, celle du milieu, c'est moyen, puis celle du bas, c'est lourd. On voit par exemple, c'est comme une balle de ping-pong, une balle de bois, puis une balle de métal. Il va appliquer la même force sur les 3 parce qu'il va souffler avec la même expiration sur les 3 balles. Mais là, vous voyez ce qui va se produire. OK? Ben, le changement de vitesse est beaucoup moins prononcé sur la balle qui a plus de masse, celle en métal. Je vais remettre la vidéo. Alors que celle du milieu, ben, elle a accéléré, disons, c'est un cas intermédiaire. Sa masse était aussi d'une valeur intermédiaire, puis la plus légère, elle a accéléré beaucoup. L'accélération, c'est le changement de la vitesse. Donc, OK, on retient ici, c'est que plus un objet a de masse, plus il y a d'inertie, plus il a tendance à résister, ça nécessite une grande force là, pour changer son état de mouvement. OK, on va faire maintenant un exemple avec des valeurs numériques de force. Donc, les forces, ce sont des vecteurs, hein, parce que si on applique une force sur un objet par en bas, ça ne va pas produire du tout le même effet que si on applique la force la même, mais vers le haut. Donc, l'orientation de la force est importante. On dit ici, on a deux forces qui s'exercent simultanément, donc en même temps sur un objet, une force de 5 newtons à 0 degré et une force de 8 newtons à 35 degrés. On demande c'est quoi la force résultante sur cet objet. Donc là, on va commencer par juste faire un petit dessin là, qui représente nos deux forces. Okay? La force 1 est à 0 degré, donc vers le centre de l'axe des X. Puis la force 2, elle, est un peu au-dessus, là, à 35 degrés. Puis, elle est plus grande, donc 8 newtons par rapport à 5 newtons, fait que j'ai fait le vecteur un peu plus long. Là, ce qu'on cherche, c'est la force résultante. Autrement dit, c'est si on fait la somme des deux forces, ça équivaut à quoi? Donc, si on remplaçait ces deux forces-là par une force globale, ce serait quoi cette force-là? On a une idée que ça va être quelque chose qui va pointer un peu par là, mais on ne sait pas la valeur exacte. On va voir maintenant comment le calculer. Donc, pour faire les calculs, là j'ai juste reproduit mon dessin, ce qu'on cherche c'est la force résultante, mais vous voyez bien ici que si je prends la longueur, la grandeur du vecteur 1 de 5 newtons, puis j'ajoute la longueur de 8 newtons, donc je les mets un au bout de l'autre, dans la même direction, ça donnerait pas, le total ne serait pas égal à la force résultante, OK? Il faut comprendre que la force résultante, dans le fond, c'est comme si je prends ma force 1, là ici, je lui ajoute la force 2, OK? Donc, ça va aboutir ici. Puis, ça, c'est une somme ici, ce que je viens de dessiner. Donc, la 1 plus la 2. Je mets la 2 au bout de la 1. Ça représente la somme de la force 1 et la force 2. La force résultante, c'est un vecteur qui part de l'origine puis qui rejoint la fin de la somme. Donc, ici. OK? Donc, ça, c'est la force résultante qu'on cherche. Voyez-vous que elle n'est pas égale à la somme des longueurs des deux côtés. Force 1, force 2. Fait qu'on ne peut pas juste additionner 5 newtons plus 8 newtons. Le truc pour les vecteurs, lorsqu'on les additionne, c'est de faire le calcul séparément pour les composantes x puis les composantes y. Donc, on effectue l'addition aux composantes x puis on la fait aux composantes y. Puis après ça, on recombine le vecteur. OK? Donc, comme j'ai mentionné, on ne peut pas juste faire la longueur des deux vecteurs additionnés. Ce qu'on va faire, c'est, je vais commencer par les x. La force résultante en x, ça va être la composante x de la force 1 plus la composante x de la force 2. Donc, si on se rapporte aux expressions pour calculer une composante de force, on avait vu qu'une composante en x, c'est la grandeur du vecteur
fois le cos de l'orientation là, par rapport à l'axe des X. Donc ici, j'ai fait ça en une ligne. Pour le vecteur 1, la force 1, sa grandeur c'est 5 newtons. Puis là, je vais faire cos de 0 degré. Elle pointe à 0 degré. Ensuite, je vais additionner la composante x du deuxième qui est 8, sa grandeur, cos de son orientation de 35 degrés. Bon, vous faites ces deux calculs-là séparément, puis là, vous les additionnez. Ça va vous donner la 11,6 newtons. Ça, c'est la composante x du vecteur qu'on cherche, la résultante. OK? Donc là, on a déjà trouvé une partie de la réponse. On va aller faire la même chose en y, mais en y, au lieu de multiplier par un cos, on multiplie par un sin. Donc, on va avoir 5 sin de 0 plus 8 sin de 35. On fait le calcul. En fait, vous allez voir que la première, là, la force 1, elle n'a aucune composante en y. Vous voyez qu'elle pointe seulement en x. Hein? Ça va donner 0. Puis là, finalement, le 8 sin de 35, ça donne 4,59 newtons. Donc, ici, on a la composante y du vecteur résultant. Fait que là, si on veut la grandeur de la force résultante, on prend le résultat de notre somme en x puis en y. Donc, on prend racine carrée de la composante de la force résultante en x au carré plus la force résultante en y au carré. Alors, voilà, le calcul ici, ça nous donne une grandeur de 12,4 newtons. Vous voyez que si on avait fait les deux longueurs additionnées, 5 plus 8, ça donnerait 13. Donc, c'est pas la même chose. OK? Puis, dépendamment des angles, ça peut être beaucoup plus loin là aussi. Maintenant, il faut aussi donner l'orientation du vecteur. La force résultante, elle a aussi une orientation dans l'espace qui est ni 35 ni 0 degré. Pour la trouver, on a les composantes de ce vecteur-là. Donc, on va pouvoir appliquer l'équation avec l'arctangente ici de la composante y sur la composante en x. Ça va nous donner notre angle par rapport à l'axe des x. Fait qu'ici, on fait 4,59 sur 11,6. Ensuite, on fait chiffre tangente de ça. Puis là, on obtient 21,6. Là, je l'ai illustré ici. Là, c'est une deuxième question. Mais avant de passer à la question, là, vous voyez, j'ai illustré la force résultante. Donc, elle aurait une longueur de 12,4 en newton, là, si on avait une échelle centimètre versus newton. Puis, son orientation, je l'arrondis à 22 degrés. OK? 22 degrés, ici, ça, c'est celle-là. Maintenant, on demande en B, quelle est la troisième force qu'il faudrait exercer sur cet objet pour le maintenir immobile? Parce que là, l'objet subit les forces 1 et 2, fait que ça tire comme ceci sur lui, ça tire comme la force résultante, ces deux forces-là ensemble. Fait que si on voulait appliquer une force pour le maintenir immobile, l'objet, puis qu'il ne se mette pas à accélérer dans cette direction-là, ça prendrait une force pour annuler la force résultante. Donc la force 3 ici, qui annulerait la force résultante, il faudrait qu'elle soit de sens complètement opposé, puis de même grandeur. Donc, c'est facile comme il n'y a pas beaucoup de calculs là, pour répondre à cette question-là. La force 3, il faudrait qu'elle ait une grandeur de 12,4 newtons, tout comme la résultante. Mais son orientation, vous voyez ici, là, elle serait dans le troisième cadran. Donc, ça serait une orientation de 180 degrés plus 22 degrés. Ça ferait deux vecteurs qui sont complètement de sens opposé. Donc, cette force-là, 12,4 newtons à 202 degrés, ça annulerait les forces 1 et 2, puis l'objet ne bougerait pas. OK. Dernier concept que je vais introduire aujourd'hui, c'est la troisième loi de Newton. Donc, on va la voir juste là de façon conceptuelle aujourd'hui. Ça dit que chaque fois qu'un objet exerce une force sur un autre objet, ce dernier, donc l'objet, exerce en retour sur lui une force égale, mais de sens opposé. Bon, il y a beaucoup de mots objets là-dedans, là, mais en gros, c'est ce qu'on parle, on appelle ça aussi une paire de forces action-réaction. OK? Lorsqu'il y a une force qui agit, les forces, c'est toujours dû à des interactions entre deux objets. Par exemple, si vous pensez à la force gravitationnelle terrestre, ben c'est la Terre qui vous attire vers elle, fait que ça prend la Terre pour qu'elle agisse. OK? C'est toujours une interaction. Donc là, ce qu'on dit ici, c'est que lorsque une force qui est causée par un objet sur un autre, ben si on inverse, on regarde, on prend le point de vue de l'autre objet, ben la force de sens inverse s'applique sur lui. Par exemple, ici, on a un écureuil là, qui est agrippé à un arbre. Donc, l'écureuil, là, il tire vers le bas sur l'arbre avec ses griffes parce que la gravité l'attire vers le bas. Mais ça veut dire que l'arbre ici, il est résistant. Là, il va
aller résister en sens contraire, puis ça fait en sorte que l'écureuil peut être immobile. Si l'écorce ici était trop fragile, puis l'arbre n'était pas capable de fournir cette résistance-là en termes de force, bien là, ça casserait, puis l'écureuil tomberait. OK? Fait que ici, on est certain que si l'écureuil ne bouge pas, l'arbre ici il exerce une force de sens contraire à la force faite par l'écureuil pour qu'il soit immobile. Même chose ici avec le petit oiseau qui se tient sur une branche, ben lui il est attiré vers le centre de la Terre par la gravité. Donc s'il n'y avait pas de branche, ben il tomberait ou il se mettrait à voler. Mais bref, cette force-là ici, ce qui fait en sorte qu'il tient sur la branche, c'est que la branche est assez forte pour offrir la résistance ici de même grandeur, mais de sens contraire au poids de l'oiseau. Maintenant, si on regarde quelque chose qui est en mouvement, même s'il y a une accélération, le même raisonnement s'applique. Par exemple, si on prend une auto de Formule 1, puis qu'elle va très très vite ou elle accélère, peu importe le fait qu'elle accélère, ben on sait que le pneu ici est en train de tourner très rapidement, donc il exerce une force ici au niveau de la surface du sol. Ben à ce moment-là, le sol ici, vu que c'est pas glissant, il va résister en sens contraire. Donc ça va forcer vers l'avant. C'est ça qui permet à la voiture ici de se propulser en faisant tourner les pneus dans la direction qui crée la force en jaune. Ça fait en sorte que la route résiste, puis ça nous propulse vers l'avant. OK? Donc, ces deux forces-là ici sont de même grandeur, mais de sens opposé, même s'il y a une accélération dans ce cas-ci. Donc, ça fait le tour des concepts que je voulais voir avec vous pour commencer la section 3. Maintenant, il y a des exercices que vous allez faire. Donc, premièrement, des exercices sur la première loi de Newton et l'inertie. Puis, ensuite, une petite lecture ici, mais après ça, c'est suivi aussi d'autres exercices. Donc, vous allez travailler un peu avec des vecteurs. Vous allez travailler aussi beaucoup avec des concepts. Aujourd'hui, il y a peut-être moins de calculs. Puis, on va ajouter les calculs plus dans les prochains cours. Donc, voici les réponses là, qui suivent. Donc voilà, j'ai affiché les réponses au cas que vous travaillez avec la vidéo, vous voulez mettre pause puis travailler là-dessus. Fait que sinon, elles sont toutes disponibles sur le fichier sur Léa, comme d'habitude. Donc, bon travail!